sommaire de cette édition en Ouganda, le président Museveni a mené à Kampala une marche rassemblant des milliers de fonctionnaires, policiers et partisans du pouvoir pour dénoncer la corruption. Sur leur base de Gao au Mali, les soldats français de l'opération Barkhane étudient les engins explosifs improvisés dans un laboratoire dédié pour mieux préparer les militaires à les éviter. Et puis l'armée congolaise a affirmé ce mercredi avoir retrouvé le corps d'un casque bleu de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO près de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le procès pour corruption de deux anciens premiers ministres algériens jugés aux côtés d'autres ex-hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile s'est ouvert ce mercredi à Alger, mais en l'absence des avocats qui ont décidé de le boycotter. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1962, d'anciens chefs de gouvernement sont jugés en Algérie. Après un renvoi le 2 décembre dernier à la demande des avocats de la défense, le procès s'est ouvert ce mercredi en milieu de matinée et a duré presque 9 heures. Les avocats de la défense se sont retirés de la salle pour protester contre les conditions dans lesquelles se tenait le procès à une semaine de la présidentielle, mais le juge a poursuivi l'instruction. Je ne veux pas que ces procès se déroulent maintenant. Lorsque le nouveau président sera nommé, à ce moment-là, nous pourrons les juger. Si ces deux responsables sont jugés maintenant, je crains qu'ils ne soient pardonnés. Les avocats qui défendent les accusés aujourd'hui, je leur dis, vous avez vendu votre pays aujourd'hui et vous êtes déshonorés. Si vous êtes des hommes, vous ne vendriez pas votre pays. Ces personnes ont trahi la patrie. Ce procès est le premier consécutif aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption déclenchés après la démission en avril du président Abdelaziz Bouteflika, poussé au départ par un mouvement populaire de contestation du régime inédit après 20 ans à la tête de l'État. Les accusés sont poursuivis pour diverses malversations et favoritismes dans l'industrie de montage de véhicules. Dans le box figuraient Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Selal, deux proches et anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, incarcérés depuis juin. À la barre figurent aussi plusieurs grands patrons bien connus des Algériens, dont Ali Haddad, l'ancien président du Forum des chefs d'entreprise, et surtout plusieurs patrons de la filière automobile algérienne. Au Nigeria, deux lois sont actuellement en discussion à l'Assemblée nationale pour renforcer la répression des discours de haine et la propagation de la désinformation sur Internet. Mais Amnesty International reste prudente. L'organisation y voit plutôt une tentative des autorités de restreindre la liberté d'expression. Amnesty International a mis en garde ce mercredi contre deux lois actuellement en discussion au Parlement nigérian relatives à la restriction des discours de haine et à la propagation de désinformation sur Internet. D'après l'organisation, ces tests constituent une tentative des autorités de restreindre la liberté d'expression. La nouvelle loi pour l'interdiction des discours de haine débattue pourrait être punissable par la peine de mort, tandis que la loi sur la manipulation et la propagation de fausses informations sur Internet pourrait donner aux autorités le pouvoir de suspendre Internet, de fermer certains médias et prévoit une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. La loi contre les discours de haine, présentée par deux sénateurs du parti au pouvoir et soutenue par la présidence, a provoqué une forte contestation au sein de la population nigériane qui craint un retour aux années sombres des dictatures militaires. Dans un communiqué publié ce mercredi, Amnesty International Nigeria demande aux autorités nigérianes d'abandonner ces tests qui peuvent être interprétés de manière beaucoup trop large et entraînent des sanctions absolument disproportionnées. L'ONG estime que les journalistes et les blogueurs sont déjà intimidés par la loi sur les actes criminels en ligne ainsi que sur la lutte contre le terrorisme qui ont déjà diminué l'espace de la liberté d'expression et créé un climat de peur au sein des médias.
Depuis que le président ougandais Yoweri Museveni a pris le pouvoir en 1986, ses gouvernements ont été régulièrement accusés de détourner des millions de dollars d'argent public. Dans le but de lutter contre ce fléau, le chef de l'État a décidé d'organiser une marche contre la corruption. Le président ougandais Yoweri Museveni a mené ce mercredi à Kampala une marche rassemblant des milliers de fonctionnaires, policiers et partisans du pouvoir pour dénoncer la corruption qui lui a valu des critiques acerbes de ses détracteurs. Pour cette marche, la capitale ougandaise avait été placée sous haute surveillance, des soldats encadrant de près les dignitaires qui défilaient, dont les présidents du Parlement et de la Cour suprême. Les commerces étaient clos et la fermeture des routes a provoqué d'importants embouteillages. Les gens corrompus sont des parasites, a déclaré Yoweri Museveni à la foule après la marche, disant voir dans la corruption un problème spirituel. Cette marche a suscité de nombreuses moqueries, les critiques rappelant que plusieurs scandales de corruption ont marqué la présidence Museveni. Quand le président d'un pays décide de marcher contre la corruption plutôt que de prendre des mesures, ce pays est perdu, a estimé Joseph Sabiti, un porte-parole d'Action Aide Ougandais et activiste anticorruption. On se moque des Ougandais, a-t-il accusé. De son côté, Maria Burnett, une avocate qui a écrit un rapport sur la corruption en Ouganda pour Human Rights Watch en 2013, a déclaré que la marche de ce mercredi est pavée d'impunité. L'opposant Kizza Besigye avait prévu ce mercredi une manifestation séparée contre la corruption, mais son entourage a indiqué qu'il avait été arrêté par la police en s'y rendant. 4 fois candidat malheureux à l'élection présidentielle, il est arrêté de manière quasi routinière. Arme du pauvre par excellence, facile à fabriquer et extrêmement efficace, les mines artisanales empoisonnent le quotidien des armées régulières qui combattent les djihadistes au Sahel. Sur leur base de Gao au Mali, les soldats français de l'opération Barkhane étudient ces engins explosifs improvisés dans un laboratoire dédié pour mieux préparer les militaires à les éviter. Très scrupuleusement, ces soldats passent la zone au peigne fin, ici, dans le nord du Burkina Faso. Ils scrutent toute trace d'IED, ces engins explosifs improvisés. De la terre retournée, un fil électrique qui dépasse, une moto laissée à l'abandon, autant d'indices qui pourraient mener vers un piège mortel. Il y a des indices maintenant, on n'est pas infaillible et il y a toujours une prise de risque de toute façon. Les mines artisanales sont un véritable poison pour les soldats qui combattent les djihadistes au Sahel. Début décembre, de l'autre côté de la frontière, l'explosion d'un IED a fait 2 morts et 7 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Depuis que l'armée française est présente au Mali, 13 des 41 décès de soldats français sont attribués à ces explosifs bricolés. Donc il y a la création d'un climat d'insécurité permanent. Ça gêne énormément du fait de la liberté d'action ou de manœuvre de la force, puisque chaque déplacement, chaque mission, cette menace devrait être intégrée dans nos craintes et dans nos modes opératoires à appliquer. À Gao, sur la principale base de l'opération Barkhane au Sahel, l'armée française a mis en place un laboratoire spécialisé. C'est le premier du genre à être ouvert directement sur un théâtre d'opération extérieur. Et les engins récupérés arrivent d'abord ici, dans ce bunker. C'est uniquement pour assurer la sécurité de mes camarades, puisque si jamais ça venait à exploser, autant qu'il n'y ait que 1 à 2 blessés, plutôt que plusieurs. Ces spécialistes étudient les composants et effectuent des prélèvements chimiques. L'objectif, en apprendre le plus possible sur les matériaux utilisés pour préparer les soldats sur le terrain. Les groupes armés terroristes, ou GAT comme les dénomme l'armée française, peuvent utiliser tout et n'importe quoi. Dans certains cas, l'engrais agricole permet même de remplacer la dynamite. Lorsque c'est possible, les empreintes digitales sont relevées afin de pouvoir identifier et arrêter les poseurs de mines. Une tâche complexe et fastidieuse menée dans l'espoir d'enrayer une menace difficilement maîtrisable. Je le disais en titre, un casque bleu de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, a été retrouvé près de Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi l'armée congolaise.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont affirmé ce mercredi avoir retrouvé le corps d'un casque bleu de la mission des Nations Unies au Congo, près de Béni dans l'est du pays, où elle a annoncé le 30 octobre des opérations contre les groupes armés, en particulier les forces démocratiques alliées ADF. Mais l'armée congolaise n'a pas dit concrètement quand ce corps avait été retrouvé. Dans un camp des ADF conquis par l'armée, nous avons retrouvé les restes d'un casque bleu tombé au champ d'honneur. On a ramassé sa carte militaire. Je ne pourrais pas m'avancer sur sa nationalité. L'ONU elle-même se chargera de la donner, a déclaré le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de l'armée congolaise, lors d'une conférence de presse. Côté ONU, on indique que le pays d'origine et la famille doivent être officiellement informés et l'identification va prendre du temps. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont partagé ces informations avec nous et nous allons suivre ce dossier conformément à nos procédures, a indiqué de son côté un porte-parole de la mission de l'ONU. Les casques bleus ont annoncé depuis lundi qu'ils s'étaient joints à ces opérations avec leurs éléments de la brigade d'intervention dans la région Afrique du Sud, Tanzanie, Malawi. D'origine ougandaise, les ADF sont accusés du massacre de plus de 1000 civils dans la région de Béni, en représailles aux opérations militaires congolaises. Ces massacres ont provoqué des émeutes d'habitants contre les autorités et les casques bleus, accusés de ne rien faire. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Cameroun, être en sécurité, même dans les grandes villes, ce n'est pas gagné. Mutation titre, insécurité, Douala, ville cruelle. Crimes et agressions se multiplient dans la capitale économique, de quoi inquiéter en cette fin d'année. Le jour sur la même note, fin d'année, l'insécurité galopante. Plusieurs cas d'agression et de meurtres enregistrés. Cameroun Tribune parle politique, publication des listes de candidatures, la fièvre monte. En Côte d'Ivoire, le Patriote relaie une interview en manchette à Médé Kouakou à propos du meeting du RHDP. Yamoussoukro sera inondé. Nous allons montrer qu'en 2020, il n'y aura rien. Le nouveau réveil à présent menace de modification de la Constitution. L'opposition se déchaîne et cogne Ouattara. Le jour plus, dernier anniversaire de la mort d'Oufouet avant la présidentielle de 2020, l'appel vérité de Jacob Ediemou à Bédié, Ouattara. Grogne syndicale avec le sursaut, couverture maladie universelle CMU, la grosse colère des fonctionnaires. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le Sahel. Le quotidien affiche en titre « Présence des militaires français dans les pays du G5 Sahel ». Les présidents des pays du G5 Sahel invités en France le 16 décembre. Autre titre « Coopération ». AFD Burkina, environ 39 milliards de francs CFA pour les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la gouvernance financière. L'Express du Faso à présent, arrondissement de Bobo, des usagers se plaignent des conditions de retrait des actes de l'état civil. Au Togo, Liberté croit savoir. Et titre « Le Togo, comme il va, chronique des insurrections armées, coup d'État à la togolaise. » Et puis satisfaction des critères internationaux au détriment de la population, la belle hypocrisie de Fort Yassingbe à Dakar. Mais pour Togo Matin, un développement durable et d'être soutenable, l'opinion qu'on a Fort Yassingbe a séduit à Dakar et puis présidentielle 2020, la NJSPF invite Fort Yassingbe à se présenter. Au Sénégal, l'AS affiche en titre « Rébellion et participation à une manifestation interdite, Guy Marius et compagnie écrouée à Rebus ». Vox Populi sur la même actualité, placement sous mandat de dépôt des manifestants contre la hausse de l'électricité, le doyen des juges électrocute Guy Marius et compagnie. Sud Quotidien parle de grève de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, acte de sabotage, prise des populations en otage. Série Mbaïtiam met en garde et menace. Le Témoin constate en titre « Hydraulique urbaine, l'État déclare la guerre à la SDE ». Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.